Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette rencontre organisée conjointement par l'atelier d'histoire critique et par l'association Survie Nord. Aujourd'hui on reçoit David Todd, qui est professeur d'histoire à Sciences Po Paris, enseignant, je ne sais pas comment on dit, quelle est l'étiquette, le titre approprié. On ne dit pas de titre. On n'a dit pas de titre aujourd'hui, c'est comme les titres, c'est le contenu qui va nous importer. Donc, qui est l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Découverte, qui s'appelle Un empire de velours, l'impérialisme informel français au XIXe siècle. Cette rencontre est la deuxième de la semaine en ce qui concerne notre association sur le thème des impérialismes en général. Et ça s'inscrit plus largement dans les thématiques qu'aime à questionner mon association, l'atelier d'histoire critique, où c'est vrai qu'on aime beaucoup questionner les questions, les enjeux liés au colonialisme, au continuum colonial, à la recodification des rapports de domination nord-sud, etc., etc. Et on aime à s'associer avec Survie Nord qui, je vais laisser Thomas présenter un tout petit peu l'association, mais qui traite des questions liées à la France-Afrique et au maintien des rapports de domination entre la France et son ancien précaré colonial. Donc aujourd'hui, on va, comme d'habitude, commencer par une présentation de l'ouvrage de 40-45 minutes, peut-être un peu plus, on peut déborder un peu, et après on fera circuler le micro pour une session de questions-réponses. Voilà, merci à tous et à toutes encore une fois. Puis je laisse Thomas peut-être dire un mot de survie. Oui, je n'ai pas énormément de choses à dire en soi. En tout cas, merci à toutes et tous d'être là. On est nombreux et nombreuses, donc ça c'est agréable de savoir que des thèmes comme ça peuvent intéresser pas mal de monde. Un mot sur Survie Nord, c'est effectivement une association qui s'intéresse, c'est l'association nationale, Survie est une association nationale, nous sommes ici la branche du Nord de cette association qui s'intéresse à la question des relations franco-africaines, notamment depuis les indépendances, qu'on peut qualifier d'une certaine manière de néocolonialisme, et ça rejoint des préoccupations dont on va discuter aujourd'hui avec David, donc, comme le disait Nicolas, qui est historien à Sciences Po, mais qui a fait, et je pense que c'est intéressant de le dire, toute sa carrière jusqu'ici en Angleterre, et donc peut-être qu'il y aura quelque chose à dire autour de ça, qui a publié un premier ouvrage en 2008 qui s'appelle « L'identité économique de la France, libre-échange et protectionnisme ». Donc un historien qui travaille sur les questions économiques et sur les questions de lien entre l'économie et l'impérialisme. Le livre l'impérialisme, Un empire de velours est un livre qui travaille autour de la notion d'impérialisme informel. Alors moi je suis ici en tant que, représentant de Survie Nord. Il y a un certain nombre de militants, de militantes de Survie Nord ici, mais aussi j'ai eu la chance, l'honneur d'être l'éditeur de ce livre, en tout cas de la traduction de ce livre, puisque c'est un livre que David a écrit en anglais et qui a été traduit ensuite par La Découverte. Je voudrais une toute petite parenthèse pour rendre hommage au traducteur qui est décédé avant la parution du livre, donc on peut avoir quand même une pensée pour lui et pour son travail. C'est un livre qui intéresse à la fois les historiens en général qui s'intéressent à la question de l'impérialisme. Je pense que c'est un livre qui remet en cause une certaine lecture de l'impérialisme assez fréquemment. Je pense que David, tu le diras plus en détail. On a tendance à penser que l'Empire français commence sous la Troisième République et que finalement, avant la Troisième République, l'impérialisme français n'existait pas, à moins de revenir à des périodes plus anciennes, avant la Révolution française. Et justement, le livre traite de l'impérialisme français au XIXe siècle, entre 1815, la chute de Napoléon, et le début de la Troisième République. Une période qui est, a priori, en tout cas pour les non-connaisseurs, perçue comme une période creuse de l'impérialisme français. Donc c'est une remise en cause peut-être de cette idée reçue que David travaille dans ce texte. Et puis, comme je le disais, pour les gens qui s'intéressent aux notions d'impérialisme, de néocolonialisme, c'est un livre extrêmement intéressant, notamment pour les gens qui, comme à Survie, s'intéressent à la France-Afrique, puisqu'on voit en réalité des échos très forts et David parle de néocolonialisme dès le XIXe siècle, et le néocolonialisme plus contemporain, postérieur aux indépendances africaines de 1960. Donc vraiment, là, il y a pas mal d'enjeux soulevés dans ce livre. Je vais laisser la parole à David. Voilà, tout simplement. Pour une quarantaine de minutes. Merci beaucoup Thomas pour cette introduction peut-être un peu trop élogieuse, mais que tu as parti pris dans le livre, donc ça explique la dimension élogieuse.
et merci à l'atelier d'histoire critique de m'avoir invité. J'ai donné un titre un peu cocardier à la présentation, comment la France a façonné le monde au XIXe siècle. Mais c'est un peu par provocation. Et en fait, le message du livre, vous pouvez le deviner avec ce que vient de dire Thomas, n'est pas si chauvin. C'est un peu plus subtil. Alors c'est vrai que d'un côté, l'une des choses que j'essaie de faire dans le livre, c'est de réévaluer quand même la contribution de la France à la formation du monde contemporain. Mais d'un autre côté, tout est dans le comment. C'est dire que c'est une contribution importante, mais qui n'est pas toujours bénigne ou bienveillante, hein, puisque le monde ou la mondialisation du XIXe siècle, ce n'était pas quelque chose qui était parfait à beaucoup d'égards. Et donc, en un sens, c'est aussi un livre qui essaie de montrer comment la France, c'est vrai comment elle a façonné le monde, mais aussi comment elle s'est rendue coupable, et même a inventé, je pense, certaines nouvelles formes d'exploitation impériale, voire si on veut utiliser le terme du XXe siècle, néocolonial. Pour dire ça autrement, sur le fait que le livre peut être lu de différentes façons, je dirais que si il prenait le temps de le lire, je pense que et Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ils trouveraient quelque chose qui leur plairait. Mais je pense que ni l'un ni l'autre, à la fin, seraient vraiment d'accord. Mais pour comprendre d'où vient le livre, ce que j'essaie de dire, comme il a fait allusion Thomas, je pense que c'est important de dire que je suis français, hein, je ne suis pas un Anglais qui parle bien français, je suis français, j'ai grandi en France, mais j'ai passé 20 ans en Angleterre où j'ai fait toute ma formation et ma carrière d'historien. Et je dis ça parce que sur ces sujets d'empire, dans le monde anglophone, ça occupe une autre place. Et surtout, ce qui m'intéresse, une des choses qui m'a motivé, c'est que une tendance très lourde dans le monde anglophone a été de se poser cette question de comment est-ce que la Grande-Bretagne et son empire ont façonné le monde au XIXe siècle. Et alors, l'exemple type, hein, quelqu'un qui n'est pas vraiment traduit en français, mais qui est qui a écrit pas mal de best-sellers, mais à commencer par celui-ci, c'est un historien en fait, d'origine écossaise, Niall Ferguson, donc, qui a écrit ce livre Empire. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'éditions différentes. Il en a vendu beaucoup d'exemplaires. Il en a fait un documentaire qui a eu un gros impact. Il y a eu aussi une édition américaine qui a eu beaucoup de succès. Alors le sous-titre est différent, hein. C'est pas comment est-ce que la Grande-Bretagne a fait le monde, c'est le sous-titre de l'édition américaine, c'est pour donner des leçons, quelles leçons peuvent retirer la nouvelle puissance impériale de l'expérience britannique. Et c'est intéressant les travaux de Ferguson parce que ça fait partie ça représente bien en un sens le renouveau des études impériales. Sur le thème des liens entre empire et mondialisation, sauf que quand on pourrait faire d'autres reproches à l'approche qu'a Ferguson de ces questions d'empire, mais c'est pas seulement l'histoire de la globalisation, mais c'est ce qu'on appelle souvent l'histoire de l'anglobalisation, c'est-à-dire tout est centré autour de l'Angleterre. Et donc, en partie, mon travail est une réaction à ça. Et à cette vision très anglo-centrique et un peu téléologique du passé, puisque c'est pas faux de penser que la mondialisation contemporaine a été assez anglo-américaine, mais c'est beaucoup moins vrai de la mondialisation du 19e siècle. Et je ne veux pas que dire du mal de Ferguson, en fait, parce que je pense qu'il a aussi il a aidé à éveiller l'intérêt pour ces questions. Et en fait, il a repris des choses qu'on retrouverait dans une grande partie de la littérature plus universitaire autour de ces questions d'empire et de comment est-ce que les empires coloniaux et autres ont façonné le monde et en créant un certain nombre de connexions à l'échelle intercontinentale, voire mondiale.
Peut-être aussi, je cite ça parce que j'aimerais vendre autant d'exemplaires que Ferguson, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Thomas aimerait bien aussi, mais... bon, et ça c'était pour montrer d'où ça vient. Dans le reste de ma présentation, je voudrais juste défendre en fait 2 idées en lien avec le livre. La première, c'est simplement, je voudrais expliquer comment prendre en compte cette dimension que j'appelle, c'est pas moi qui, le mot vient pas de moi, de la dimension informelle non officielle de l'impérialisme français, aide à mieux comprendre cette contribution de la France à la mondialisation du 19e. Et le deuxième point, c'est de comprendre comment cette dimension, la prise en compte de cette dimension informelle, aide aussi à comprendre comment le monde a façonné la France contemporaine, hein, et à porter un autre regard sur la France au 19e et au-delà. Donc d'abord, la dimension informelle de l'impérialisme français. Je devrais évacuer la question de la définition là, sur qu'est-ce que ça veut dire ce concept d'empire informel. Pour le dire simplement, c'est une situation de domination impériale, mais sans annexation, sans imposition de la souveraineté. Et c'est quelque chose qui est très central dans les débats autour de l'impérialisme dans l'historiographie anglophone depuis très longtemps en fait. Il y a un article fondateur d'historiens britanniques qui s'appelait Robinson et Gallagher qui date de 1953. Mais ça n'est pas non plus seulement une lubie anglaise ou anglo-saxonne. Par exemple, si je pense à mon avis, un des plus importants historiens de cette période, c'est Jürgen Osterhammel, celui qui a écrit le livre sur la transformation du monde au XIXe siècle. C'est un des meilleurs panoramas de cette période. C'est quelqu'un qui avait commencé ses premiers travaux, il portait justement sur l'impérialisme informel européen en Chine. Mais bon, c'est vrai qu'il avait fait sa thèse en Angleterre, donc ça venait peut-être aussi, ça avait peut-être la même origine. Et dans cet article fondateur, il y a une métaphore, une image assez efficace pour comprendre ce que ça veut dire, impérialisme formel, informel. Ils disent qu'il faut penser à tout empire comme une forme d'iceberg avec en fait une partie émergée, c'est la partie formelle, c'est celle qu'on voit sur la carte, et une partie immergée, la partie informelle, qui est sous la ligne de flottaison. Et comme vous le savez, je pense qu'ils utilisaient cette métaphore de l'iceberg pour bien dire que ce n'est pas ce qu'on voit le plus, qui est le plus évident, qui est nécessairement le plus important, puisque l'iceberg, évidemment, est en majorité immergé. Et c'est un concept qui a été utilisé par des historiens de beaucoup pas seulement pour l'histoire de l'Empire britannique. C'était beaucoup utilisé pour parler de l'impérialisme américain, évidemment. Le cas classique, c'est l'Amérique latine, mais aussi l'impérialisme soviétique. Il y a des travaux sur le... Je sais pas comment... je voulais... Oui, il y a... ça se voit pas là, donc ça va. Mais on a sauté le... Pardon. On est revenu en arrière. Hop. Non, c'est pas grave. Sur l'impérialisme soviétique, sur l'impérialisme même de l'Empire romain, l'impérialisme japonais, il y a tous des travaux sur l'impérialisme informel de toutes ces formations impériales. Et en fait, il y a très peu de choses, en tout cas jusqu'à récemment, il y avait très peu de choses sur l'impérialisme informel français, en tout cas au XIXe siècle. Et d'ailleurs, si vous voulez, quand on passera aux questions, à mon avis, la question intéressante là-dessus, c'est pourquoi est-ce qu'on en a si peu parlé dans le cas français, parce que moi, à quelque part, j'ai l'impression, venant de cette littérature anglophone, d'enfoncer une porte un peu ouverte. Et mon livre, il essaie de montrer que cette omission est vraiment un oubli important, parce que l'iceberg impérial français, pendant la plus grande partie du XIXe siècle, était encore plus immergé, si vous voulez, en proportion, que l'iceberg impérial anglais. C'était un impérialisme quelque part plus discret et plus efficace de ce point de vue-là. Et donc dans le livre, j'essaie de faire ça en 5 temps. C'est les 5 parties du livre. D'abord, je reviens sur
un certain nombre d'écrits, d'économistes, d'hommes d'État, de théoriciens politiques, pour montrer que ce projet, ce n'est pas juste une invention conceptuelle des historiens d'aujourd'hui, c'était un projet délibéré et conscient. Hein. Même s'ils n'emploient pas la formule d'empire informel, ils emploient d'autres formules d'empire sans souveraineté, de domination plus profitable que la colonisation. C'est bien de ça dont ils parlent. Et entre autres, je m'intéresse à tout un cercle d'intellectuels qu'on trouve autour du prince de Talleyrand, donc un personnage connu de l'histoire de France. Talleyrand, on en parle toujours pour ses bons mots, mais c'est aussi quelqu'un, il y avait une pensée politique et économique, à la fois de Talleyrand lui-même, mais des gens qui avaient autour de lui. Et ensuite, j'essaie de tracer l'histoire de ce concept, toutes ces idées plutôt, à travers certains économistes libéraux ou saint-simoniens, en tout cas des gens qui étaient très engagés en faveur de la construction d'un modèle capitaliste en France et dans le monde. Hein. Et l'une des choses que je montre dans cette partie, qui paraît intéressante, c'est que ces libéraux, ces partisans du marché à l'échelle nationale et mondiale, ils ont un intérêt particulier, hein, même par rapport aux standards de l'époque, pour les nouvelles sciences raciales, hein, et les inégalités de race. Donc c'est ce qui me paraît être un critère important de la dimension impériale de ce qu'ils ont à dire. Et ensuite, dans une deuxième partie, je lance quand même une attaque préventive contre l'objection la plus naturelle que je m'attends à ce que vous fassiez. Vous auriez raison de la faire et on peut revenir dessus encore dans les questions. Mais l'objection qu'on pourrait faire, c'est que au cours de cette période, donc des années 1810 aux années 1870, sur laquelle se concentre le livre, on pourrait dire qu'il y a quand même cette histoire d'Algérie, et que l'Algérie, ce n'est pas a priori une colonie très informelle. Alors, là-dessus, je ne veux pas du tout nier ni l'importance de l'Algérie dans l'histoire du colonialisme français, ni surtout le niveau extraordinaire de violence pratiquée par la France en Algérie au XIXe ou après. Mais en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de revenir en arrière, de ne pas m'intéresser à ce qui est devenu l'Algérie, mais regarder qu'est-ce que voulaient les impérialistes français au départ, pour montrer, en m'appuyant sur les documents d'époque, que ce qui est devenu l'Algérie n'était pas l'objectif, et qu'en fait, ils espéraient pendant longtemps, ils sont revenus souvent à ce rêve, d'avoir un autre type de domination sur l'Algérie, en partenariat avec des dirigeants locaux comme le célèbre émir Abdelkader, même si ça échoue évidemment, et on se retrouve avec une guerre entre Abdelkader et la France, voire plus tard, avec ce projet de transformer dans les années 1860 l'Algérie en un royaume arabe. Mais l'idée étant, le but c'était pas que l'Algérie soit la France, mais simplement que l'Algérie soit sous une domination française. Et ensuite, dans les trois parties suivantes, en fait, j'examine trois des principales modalités de cet impérialisme informel français. D'abord la dimension commerciale, où c'est l'histoire à la fois économique et culturelle pour vraiment réévaluer l'importance de l'essor commercial de la France à l'époque et ses liens avec ses ambitions impériales. Un essor commercial qui était surtout sur les produits de luxe. Les exemples types, c'est les vins fins, notamment le champagne, les soieries, ce type de produits. Mais grâce à cet essor commercial, à l'échelle mondiale, à la fin des années 1860, la France a presque rattrapé la Grande-Bretagne pour les exportations de marchandises, à une époque qu'on perçoit comme étant de domination britannique. C'est l'époque qu'on appelle la Grande-Bretagne l'atelier du monde. Hein. Mais simplement, c'est pas les mêmes produits, ceux qu'exportent les Français. C'est des produits de luxe, de demi-luxe, à destination des élites. Et ça va avec une stratégie de collaboration et de séduction des élites de ces autres pays. Et c'est en lien avec cette stratégie, à cette époque, que la langue française, en fait, qui était déjà, comme vous le savez, une langue européenne au XVIIIe, elle se répand au-delà de l'Europe, notamment au Moyen-Orient, en Amérique latine. Et donc, il y a une dimension commerciale, mais aussi culturelle. La deuxième modalité, elle est financière. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails
je ne vais pas vous faire de l'histoire de la finance internationale, mais c'est important parce que quand on parle d'impérialisme, même le terme est apparu vers 1900 pour désigner des mécanismes financiers. Et là, la France se retrouve vraiment pionnière, hein, à tel point qu'à la fin des années 1860, la France est même le premier pays exportateur de capitaux dans le monde. Mais ce n'est pas des capitaux qui s'exportent de manière privée comme les capitaux britanniques ou d'autres puissances. Ils s'exportent toujours dans des dettes publiques étrangères. C'est des prêts qui sont toujours guidés par l'État français en fonction des intérêts géopolitiques de la France. Hein, donc c'est réservé à des États amis et clients. Je pense que c'est un aspect... Il faut faire attention en utilisant le mot modernité, hein, c'est un mot problématique, mais c'est un aspect qui peut paraître moderne et qui annonce, on a un peu une espèce de diplomatie du franc qui annonce ce qu'on a appelé ensuite la diplomatie du dollar, hein, prisée par les États-Unis au XXe siècle. Et je m'intéresse notamment à 3 cas pour ça. Le cas de départ, hein, quelque chose qui sert un peu de laboratoire, laboratoire de l'impérialisme informel français, c'est le cas de l'ancienne colonie de Saint-Domingue devenue Haïti, en 1825. Peut-être vous avez entendu parler du débat qu'a essayé de lancer le New York Times sur la double dette qui a suivi ça. C'est complètement en lien avec ce que je raconte. Je m'intéresse aussi à l'Empire ottoman et finalement au Mexique. La tentative française de créer une monarchie au Mexique dans les années 1860. Et la dernière modalité dont je parle dans le livre, c'est la dimension plus juridique, à travers l'expansion de la juridiction extraterritoriale française, en particulier dans le monde musulman, dans une moindre mesure en Asie. Là-dessus, je m'intéresse beaucoup au cas de l'Égypte, où cette extraterritorialité était très développée, hein, mais c'était en lien avec aussi des investissements français comme le canal de Suez. C'est très utile à la fois pour comprendre les mécanismes sur le terrain, cette extraterritorialité, mais aussi en tant qu'historien, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a laissé beaucoup d'archives, et donc ça permet de comprendre concrètement comment ça marchait, ce système d'exploitation. Pareil, on peut y revenir si ça vous intéresse. Alors je dis 3 modalités, en fait, il y aurait d'autres choses dont j'aurais pu plus parler, on en parle avec Thomas avant. Quelque chose que je ne mets peut-être pas assez en avant, c'est la dimension militaire. Il y a toujours, tout ça, c'est pas que du soft, c'est du soft power, mais articulé avec du hard power. Et même à l'intérieur du soft power, je ne parle peut-être pas assez de religion et des liens avec l'essor des missions catholiques, qui étaient essentiellement des missions françaises. Mais peut-être c'est par goût, parce que j'aime pas trop faire l'histoire. Non, c'est pas que j'aime pas le catholicisme, mais l'histoire de l'armée, l'histoire des ordres religieux, c'était peut-être pas vers quoi je me dirigeais instinctivement. Mais en fait, je pense que c'est des choses importantes qui manquent un peu dans le livre, mais j'espère qu'il y a d'autres gens qui le feront. Et je devrais peut-être aussi justifier finalement le titre du livre, Un empire de velours. Alors, c'est pour souligner le caractère relativement doux de l'impérialisme dont je parle, mais c'est aussi un pas très bon jeu de mots sur le fait que les velours de l'époque, ils étaient essentiellement faits avec des soieries, hein, des soieries lyonnaises, et que ces soieries, c'était la première exportation française de l'époque, hein, donc ça représente bien le type de modèle économique qui soutient cet impérialisme français. Et il y avait même à l'époque une tradition qui a disparu à la fin du 19e de faire ces tableaux en soie, là, comme ces 2 images en fait, qui datent de l'exposition universelle de 1855, où on voit le premier et le troisième Napoléon se faisant face à face. C'est pas des tableaux, c'est des fils de soie, c'est du quadruple velours. Alors l'apogée de cet empire informel, il a lieu justement sous Napoléon III, et j'aime bien utiliser ce tableau je ne suis pas un fan du tout de Jean-Léon Gérôme comme peintre, mais j'aime bien utiliser ce tableau parce qu'il évoque bien comment est-ce qu'on peut, à mon avis, prétendre à un statut impérial sans recourir à la colonisation formelle. Hein, c'est un tableau c'est basé, on a les notes, on sait comment il a travaillé sur ce tableau, mais il a pris comme modèle un tableau que vous connaissez, qui est le Sacre
de Napoléon Ier par David. Hein, donc il s'agissait aussi d'évoquer cette dignité impériale retrouvée par la France. Mais qu'est-ce que ça représente en pratique? C'est une cérémonie de ratification d'un traité de commerce qui vient d'être signé entre la France et le Siam, donc, ce qui est aujourd'hui la Thaïlande. Mais c'est un traité qui est typique de ce qu'on appelait les traités inégaux, donc qui imposaient des obligations qu'à une des deux parties, traité imposé avec des canonnières, quand même la dimension militaire. Et il y a plein de détails en fait qui sont intéressants. On voit d'ailleurs à côté, on a l'amiral qui dirigeait les canonnières, on a aussi l'abbé Lanardi qui était le jésuite qui servait de traducteur et d'interprète pour la négociation du traité. Et puis rien que le fait en fait que le tableau soit de Gérôme est intéressant parce que Gérôme c'est le peintre orientaliste par excellence. Le livre d'Edward Said de 1978, Orientalism, la couverture c'est un tableau de Jérôme. Donc ça évoque pour moi aussi la dimension culturelle. D'autant que Jérôme lui-même était un pionnier de la transformation de ces grands tableaux en marchandises et qu'il en exportait beaucoup vers le même genre de public que ceux qui consommaient ces produits de luxe et de demi-luxe français. Ensuite, vous connaissez l'adage, il n'y a pas loin du Capitole à la Roche-Tarpéienne, et de même que cet empire informel a atteint son apogée sous Napoléon III, il s'est aussi rapidement effondré à la fin du règne de Napoléon III. Je vous montre ça aussi pour vous montrer quand même de l'art de meilleure qualité que les tableaux de Jérôme. Un tableau de Manet sur l'exécution de l'empereur Maximilien qui avait été donc installé sur un trône dans une monarchie mexicaine créée par une intervention française. Ça représente bien, c'était l'idée de transformer le Mexique en État ami et collaborateur de la France. Il s'agit c'était un peu le sommet de ce projet d'impérialisme informel à l'échelle mondiale ça allait avec l'idée de contrôler les grands nœuds du commerce international, de même qu'on contrôlait l'Égypte avec le canal de Suez en construction, on allait construire un canal interocéanique en Amérique centrale. Donc ça représente bien un empire qui n'est pas territorial mais nodal. Il s'agit de contrôler les nœuds importants pour établir sa domination. Donc l'échec de cette expédition, puisque ça se termine par l'exécution du protégé français, ça marque un peu le début de la fin. Et cette chute, elle va s'accélérer évidemment avec la défaite de la France de 1870-71 contre la Prusse. Pas seulement parce que cette défaite affaiblit la France par elle-même, mais aussi parce qu'elle porte un coup terrible à son prestige et à sa capacité à séduire justement et à trouver des collaborateurs hors d'Europe, hors de France et hors d'Europe. Et donc ça montre bien que je pense que ces empires informels ou invisibles, ils sont assez fragiles parce qu'ensuite on voit le mécanisme s'effondrer assez rapidement parce qu'il s'appuie beaucoup sur des effets de réputation. J'ai dit que la dimension financière était importante. Ils ressemblent un peu à des spéculations financières eux-mêmes, jouant sur des effets de levier et s'effondrant rapidement. Ça a été le cas d'autres empires informels et c'est le cas de l'empire informel français parce qu'on voit ensuite les choses, les dominos tomber assez rapidement. L'espoir de transformer l'Algérie en une forme de domination douce s'effondrant dans la foulée de cette défaite et cet effondrement de l'empire informel culmine avec l'occupation par la Grande-Bretagne de l'Égypte qui était un peu le joyau de la couronne de l'empire informel français. Et je termine sur cette occupation de l'Égypte parce que c'est souvent l'événement qui est utilisé par les historiens pour marquer le début de ce qu'on a appelé la course au clocher en Afrique, donc le grand moment de frénésie coloniale, dont là-dessus la majorité des historiens sont d'accord pour attribuer l'initiative de cette course au clocher, de ce partage territorial de l'Afrique à la France.
Ça peut paraître contradictoire avec ce que je dis sur l'importance de l'impérialisme informel, mais en fait, non, parce que le modèle de l'impérialisme informel, c'est justement on domine par des moyens aussi doux si possible, mais quand ça ne marche pas, on a recours à la force. Hein, les deux choses sont liées au contraire. Et donc dans le livre, ce que je propose, c'est une réinterprétation de la frénésie coloniale de la France à la fin du XIXe siècle, comme en fait une réponse à l'échec de l'impérialisme informel précédent. Et tout ça, c'est un peu comme ce que je disais sur l'Algérie tout à l'heure. Il ne s'agit pas de dire que l'empire colonial formel lui-même n'a pas d'importance. Ce que j'essaie de faire, c'est de compléter l'histoire impériale de la France et rétablir une certaine forme de continuité, hein, depuis les colonies de l'Ancien Régime jusqu'à l'empire colonial républicain dont parlait Thomas au début. Voilà, ça c'était pour la trame en fait du livre. Et donc le deuxième point que je voulais aborder dans la présentation, c'était, je voudrais souligner ce que cette histoire de l'empire informel français permet d'apporter à la formation, les origines de la France contemporaine elle-même. Donc là, il ne s'agit plus de franciser l'histoire de la globalisation, mais plutôt de globaliser l'histoire française. C'est quelque chose que les historiens de l'empire colonial français ont déjà commencé à faire, hein, et souvent de manière efficace. Mais quand même, pour comparer la réception de ces travaux à la réception des travaux équivalents menés par les historiens, par exemple britanniques en Grande-Bretagne, ça me frappe beaucoup qu'ils ne rencontrent pas autant d'écho. Je pense qu'il y a plusieurs explications possibles, mais je pense que l'une des raisons, c'est que c'est vrai que si on s'intéresse que à cet empire visible, à la partie émergée de l'iceberg, les historiens français qui poursuivent cette démarche, ils souffrent d'un handicap, à savoir que sur la carte, il est peut-être impressionnant, si on est un impérialiste, il est impressionnant sur la carte, l'empire français, mais pour plagier ce que disait Voltaire déjà sur l'empire du XVIIIe siècle, c'est beaucoup d'arpents de désert. C'est pas un empire qui est comparable de ce point de vue-là à l'empire britannique. Donc vous voyez, je mets les chiffres. En fait, en 1914, la France, elle avait 15 fois moins de colons, hein, et 10 fois moins de sujets coloniaux que la Grande-Bretagne. Donc en fait, c'est pas surprenant, c'est pas illégitime de penser que l'empire informel français ait eu un impact moindre sur la métropole française que l'empire colonial britannique sur la métropole britannique. Et ce que j'espère, en fait, c'est qu'en prenant en compte la dimension informelle, on peut peut-être pas combler complètement l'écart, mais on peut changer un peu de cette dynamique et réévaluer l'impact du monde, des entreprises impériales françaises sur la métropole française elle-même. Hein, par exemple, si aujourd'hui encore, en fait, si vous regardez l'économie française d'aujourd'hui, on produit plus grand-chose, mais dans la mesure où on produit quelque chose, ça reste toujours ces produits de luxe, de demi-luxe. On a des grosses banques, on a des secteurs comme de services comme le tourisme. Tout ça, c'est pas des choses qui ont façonné l'économie française à l'époque de l'empire colonial républicain. Ça remonte à la période que je discute dans le livre. Autre exemple sur lequel j'aurais pu dire plus aussi dans le livre, mais c'est une des choses que ça révèle, cette approche par l'empire informel, c'est le rôle économique des femmes. Et ça permet aussi de comprendre peut-être pourquoi ça a été souvent négligé dans une certaine histoire économique et impériale qui prend comme modèle le modèle britannique, pas seulement d'empire formel, mais aussi d'industrialisation. Tout se passe dans les grosses usines, avec des grosses mines dans les mines de charbon. C'est une histoire économique qui a souvent quand même été écrite par des hommes et qui est une histoire de la production de masse. Mais en fait, quand on se repenche, il y a beaucoup de travaux d'histoire culturelle qui ont réévalué
la contribution de la France à la formation du capitalisme contemporain et de ce que j'appelle dans le livre un capitalisme ostentatoire, puisqu'il est dirigé vers les produits de luxe et de demi-luxe. Et les femmes jouent toujours un rôle fondamental dans beaucoup de ces services dont j'ai parlé. Soit ces industries qui produisent des choses de demi-luxe, de luxe, ou des services. Ça va jusqu'à la prostitution, qui est aussi une spécialité française de l'époque. Mais pardon, je ne veux pas dire que toutes les femmes françaises du 19e siècle étaient des prostituées, c'est pas ça du tout. Mais c'est un exemple extrême de quelque chose qu'on retrouve qui est beaucoup plus généralisé. Et entre autres, les femmes jouaient un rôle essentiel dans la formation du bon goût, que les économistes de l'époque aimaient bien décrire comme une forme de capital français, comme si le bon goût était un atout particulièrement français. C'est pour ça que j'ai je vous montre ce tableau d'Ingres, de Madame Moitessier, qui est... je la trouve... Alors, le tableau est captivant par lui-même, mais elle m'intéresse aussi à cause de qui elle était. C'était une des reines du bon goût parisien à la fin des années 1840, années 1850. On peut avoir plein de considérations ensuite sur à quel point le bon goût a changé depuis le 19e siècle. Et c'était la femme d'un gros banquier. Elle représente bien, vous voyez toutes les petites verroteries, les trucs, les miroirs, les dorures. Mais c'était ça le bon goût français du 19e siècle. Je ne pense pas que ça vous plaise beaucoup, ça ne me plaît pas beaucoup, mais ça se vendait très bien. Et c'est quelque chose que même certains historiens maintenant ont remarqué, mais même des contemporains, des observateurs, notamment étrangers, pas seulement des Français chauvins, remarquaient sur le modèle français, c'était la capacité du capitalisme français à susciter le désir, en fait. C'était ça. Pour moi, le meilleur exemple, c'est quelqu'un qui s'appelait Walter Bagehot, qui était le fondateur de The Economist, qui, à l'époque comme aujourd'hui, était un des journaux les plus en faveur de ce qu'on appellerait la mondialisation. Et il donne cette définition de la France comme, il dit, la Grande-Bretagne, c'est les meilleurs pour la production, et les Français, c'est les meilleurs pour susciter le désir, et donc la demande. Et susciter le désir, je pense qu'aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas une partie mineure de ce qu'est le capitalisme contemporain. Mais au-delà, alors ces questions de genre, je pense qu'elles jouent un rôle dans le problème de pourquoi est-ce qu'on a oublié, pourquoi est-ce qu'on n'a pas aimé parler de cet impérialisme. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons plus explicitement politiques de ce refoulement de l'impérialisme informel français. Pour ça, je suis désolé, mais je reviens au tableau de Jérôme. Je suis désolé de vous infliger cette croûte une deuxième fois, mais c'est Zola qui disait un tableau de Jérôme, c'est pas de l'art, c'est une marchandise. Il avait raison parce que ça se vendait très très bien, mais ça reste, je ne le présente pas comme art, mais comme source, d'accord ? Et ça reste une source intéressante, d'autant que ça se vendait bien. Et une chose, à mon avis, importante à remarquer dans cette restauration de l'Empire, c'est que, vous voyez, on est dans un contexte de cour et de monarchie. En fait, c'est une monarchie, mais qui est réconciliée, contrairement à celle d'Ancien Régime, avec la modernité capitaliste. C'est pas la monarchie féodale, mais une monarchie capitaliste. Et cet empire informel dont je viens de parler, c'est vrai qu'il a été presque entièrement édifié par toute une succession de monarchies post-révolutionnaires, depuis le Premier Empire jusqu'au Second Empire, en passant par la Restauration et la monarchie de Juillet. Et d'ailleurs, beaucoup de ces produits, de ces marchandises qui se vendaient si bien dans le monde, elles trouvent leur origine dans la culture de cour. C'était vrai des soieries, ce serait vrai du champagne, c'était même vrai de ce que j'ai appelé cette spécialisation française dans la prostitution. Je ne pensais pas seulement à la prostitution de rue, mais à la prostitution plus mondaine, qui est avec l'image de la courtisane. On sait que la courtisane, c'est un rapport avec la cour, d'accord ? Et donc il y a cette continuité en fait avec les siècles précédents, avec le passé monarchique de la France. Cette dimension politique, on la retrouve même dans l'autre meilleur tableau de Manet sur l'exécution de Maximilien.
c'est une image qui a été... Manet, c'est vraiment le contraire de Jérôme, puisqu'il n'a jamais vendu une toile de sa vie. Mais celle-là, il a essayé d'en faire de la faire reproduire et essayer de la vendre, mais ça a été immédiatement censuré. Ça a été censuré pas seulement parce que ça parlait d'un échec, d'une humiliation française à l'étranger, mais parce que cette guerre au Mexique avait aussi une dimension idéologique entre monarchie contre république, et c'était l'échec de la monarchie face aux républicains mexicains. Hein, et je pense qu'en fait, là, ce que je dis sur cet empire informel négligé, c'est pas seulement en tant qu'empire informel qu'il est négligé, c'est toute cette période de l'histoire de France sur laquelle on a tendance à aller un peu vite. Hein, si vous voulez, je n'ai pas fait de test ici, mais si on va dans la plupart des librairies, qu'on va regarder les rayons Histoire de France, la partie 1815 à 1870, c'est pas la plus fournie. Et souvent, il y a beaucoup de choses sur 1815 et sur 1870. Mais ce qu'il y a au milieu, on va assez vite. Je ne suis pas un conspirationniste, je ne veux pas dire qu'il y a une espèce de conspiration du silence autour de ce qui s'est passé entre 1815 et 1870. Mais je pense qu'il y a quand même une tendance, plus ou moins inconsciente, à oublier à quel point ces monarchies, hein, puisqu'on a quand même persisté à revenir à la monarchie, c'est ça l'histoire de France après la Révolution, à quel point ces monarchies ont façonné ce qui est devenu la France contemporaine. Hein. C'est vrai même de très bons travaux par certains de mes collègues, mais je trouve qu'il y a quand même une tendance à prendre la suite du récit que donnait déjà François Furet du 19e siècle, comme étant un peu à la recherche de la République perdue. Tout ce qui se passe au milieu, c'est des erreurs, c'est des aberrations, et ça se finit par la République retrouvée après 1870. Mais ce qui ressort très fortement de ce que j'ai étudié de l'Empire informel, c'est que ce qui rendait la France attrayante pour les élites de l'époque, entre 1800 et 1875, c'était pas la France de la Révolution et de la République, c'était le contraire. C'était cette France contre-révolutionnaire, c'était plutôt la façon dont les élites françaises avaient réussi à surmonter la Révolution et à réconcilier la modernité économique, capitaliste, avec le maintien des hiérarchies traditionnelles. Hein. L'exemple, on trouverait ces exemples en Amérique latine, dans les Antilles ou même en Égypte. Les élites locales qui dépendaient beaucoup d'un travail de type servile ou semi-servile, donc d'esclavage ou de corvée, ces élites préféraient beaucoup le modèle français de modernité parce que le modèle alternatif britannique, les Britanniques étaient obsédés par l'abolition de l'esclavage, donc c'était plus facile finalement d'avoir des relations amicales avec la France. Je ne sais pas, surtout, on pourrait mal me comprendre, je ne suis pas du tout monarchiste, hein, quand j'essaie d'insister sur l'importance des monarchies au-delà de la Révolution. Hein, on disait que j'avais passé beaucoup de temps en Angleterre, j'en suis revenu, j'ai même une femme anglaise, j'ai des enfants qui pensent que Trafalgar est une grande victoire, et tout ça. Mais récemment, ma femme s'est moquée de moi parce que je suis resté assez indifférent à la mort d'Élisabeth II. Donc vous voyez, je suis pas monarchiste, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais plutôt, en fait, je pense que ce que mon détour par l'Empire informel révèle, c'est plutôt que la France est, à mon avis, moins républicaine, dans le fond, qu'elle aime se le dire. Voilà. Alors, je n'ai pas d'expertise particulière sur la période contemporaine, mais pour terminer, je ne peux pas, surtout à côté de Thomas, qui connaît mieux ces questions-là, je ne peux pas m'empêcher de signaler qu'il y a, et on pourrait en parler, j'espère, dans les questions, il y a plus qu'un air de famille entre ces politiques impériales informelles dont je vous ai parlé, hein, politique informelle des monarchies réinventées du 19e siècle, et notamment la politique de grandeur de la monarchie républicaine française depuis De Gaulle. Hein. Le meilleur cas étant celui de la France-Afrique, sur lequel Thomas est plus compétent que moi, mais on a eu de ces discussions, mais on peut vraiment... on peut retrouver, il y a beaucoup de points communs. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il y a une généalogie, une influence directe,
mais ça soulève des questions sur le fonctionnement de la France-Afrique. On apprend des choses en regardant le fonctionnement du rapport de la France à Haïti au 19e, de la France à l'Égypte au 19e, de la France au Mexique pendant cette tentative. Voilà, donc c'est quelque chose dont on pourrait parler en lien avec le présent. Et pour vraiment conclure, j'ai dit au début que et Mélenchon et Zemmour trouveraient des choses à aimer dans mon livre, s'ils le lisaient. Mais je pense que je suis sûr que Emmanuel Macron, lui, il n'ira jamais mon livre. Mais je pense qu'il devrait, parce qu'il se comprendrait lui-même et son régime beaucoup mieux. Voilà. Ouais. C'est le temps de... J'ai dépassé un peu. Ouais. C'est bon. Bah, merci beaucoup pour cet exposé vraiment extrêmement intéressant, extrêmement riche, qui amène pas mal de réflexions à la fois, et puis de potentielles comparaisons, effectivement, avec la France-Afrique, mais aussi avec d'autres formes d'impérialisme américain, par exemple. Enfin, tu parlais du dollar, mais des goûts. Dans le livre, je crois qu'il y a une comparaison avec Coca-Cola. Enfin, il y a un lien qui est fait avec Coca-Cola, et aussi... Il y a plein, disons, si vous lisez le livre, vous verrez, il y a plein de liens à faire avec vraiment l'histoire contemporaine la plus actuelle, ou en tout cas des choses plus qu'on a l'impression de mieux connaître, disons. Bon, on peut rebondir sur énormément d'aspects de l'exposé, mais peut-être on va passer à un échange avec celles et ceux qui veulent dans la salle, justement pour faire des commentaires, des critiques, poser des questions. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. J'avais lu votre premier livre, L'identité économique de la France, il y a quelque temps. Et ça m'avait passionné. Et la question que je me pose est un petit peu en rapport avec ce premier livre. À quel point est-ce que cet empire informel a pu façonner l'identité de la France de manière plus profonde? Vous avez beaucoup évoqué la culture de cour, par exemple. Mais est-ce qu'il y a une... La culture de cour que vous avez beaucoup évoquée, au-delà de cette culture de cour, est-ce que cet empire informel a imprégné l'identité de la France? Merci. Merci beaucoup pour votre question et surtout merci d'avoir lu un premier livre qui était, en fait, c'était ma thèse. Donc maintenant, vous savez, quand on regarde son premier livre, on est toujours un peu honteux. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je ne dis pas vraiment dans le livre. Je pense que ce livre-ci... il ne le contredit pas directement, mais il va dans une autre direction et il contredit certains aspects de ce que je dis. Parce que le premier livre, je parlais plutôt de la culture protectionniste française. Parce que je m'intéressais à la culture politique française et au discours français. Et ce qui m'a amené à m'intéresser à cette question d'empire informel, c'était un peu la contradiction entre le discours tenu par certaines élites ou même les notabilités françaises et la pratique, ce qui est devenu la France dans l'économie mondiale. Pour répondre plus directement à votre question, alors je pense que l'une des erreurs que j'ai faites dans le premier livre, c'était d'utiliser ce terme d'identité, finalement, qui est un terme un peu galvaudé. Je ne voulais pas l'utiliser dans un sens... je ne faisais pas attention au débat de l'époque Sarkozy avec un ministère de l'identité nationale, des choses comme ça. Ça n'avait rien à voir, mais... je pense que c'est ce modèle de l'impérialisme informel. Oui, quand je dis qu'il a façonné la France contemporaine, c'est que je pense qu'il a laissé une trace. Il a laissé une trace pratique. Je l'ai évoqué quand j'ai parlé du type d'industrie. Aujourd'hui, quand on regarde la spécialisation de la France dans la mondialisation de la fin 20e, début 21e, c'est très très proche de ce que faisait la France au 19e siècle. Donc il y a quelque chose qui s'est façonné à ce moment-là et qui a marqué durablement, je ne vais pas faire de l'économie lourde, mais les structures de production françaises, etc. Ensuite, à un niveau plus politique, je pense qu'il y a quand même dans le modèle cette approche des rapports internationaux et d'essayer d'établir de la domination française en établissant des rapports de domination asymétriques, plutôt qu'en occupant et en colonisant. Je pense que c'est aussi un peu une spécialité, c'est devenu une spécialité française. Pas pour des raisons, je ne veux pas dire qu'au lendemain de la décolonisation, les gens se sont dit « Ah, on va faire comme on a fait en Haïti en 1825 ». Ils n'avaient pas assez de culture historique pour faire ça. Mais
il y a des effets un peu de structure qui ont fait que les mêmes mécanismes se sont mis en place. Et d'ailleurs, en fait, souvent ces exemples dont je parle étaient déjà le fruit de premières décolonisations. Haïti, ancienne colonie française, Égypte, occupée par la France, par Bonaparte. Au Mexique, c'est moins clair, mais c'est aussi une société post-coloniale. C'est dans ces configurations qui appellent des formes de domination informelle. Et alors pourquoi la France, elle, est particulièrement encline à pratiquer la domination informelle? Je pense que oui, mais je veux rester prudent là-dessus parce que je veux éviter de faire une généalogie directe. Mais je pense que les Français ont vraiment... Il y a un côté contradiction entre le discours où les Français pensent être l'État-nation par excellence, que la France, le but c'est l'État-nation, et c'est comme ça que souvent on le retrouve décrit parmi les historiens. Mais en fait, ce qui me frappe, c'est plutôt que c'est l'obsession des élites françaises, au moins depuis l'épisode napoléonien, à avoir un empire sous une forme ou sous une autre, qui peut être formel, il peut être informel, ça peut être l'empire napoléonien, ça peut être l'empire informel dont je parle, ça peut être l'empire colonial de la Troisième République, ça peut être la France-Afrique ou certaines politiques de grandeur. Donc en fait, la France, pour ces élites, c'est important d'avoir une dimension impériale. Donc ça, je pense que ça fait partie de l'identité, même si j'aime pas le mot, l'identité politique française. Bonjour. Merci pour votre exposé, il est très intéressant. Ma question ou mes questions, la première, la France n'est pas seulement séduire, il est aussi pour les 3 C, conquérir, commercer et convertir. Je pense que c'est aussi très important pour aller vers les colonies et notamment en Afrique, étant donné que ce problème se posait depuis le Moyen-Âge. Et qu'est-ce que vous pensez? Bon, les Anglais, entre l'Angleterre et la France, depuis aussi le Moyen-Âge, sont menés des guerres atroces, la guerre de 7 ans, de 30 ans et de plus de 100 ans. Et après ça, effectivement, ils arrivent à travers plus ou moins des compromis, sinon la réunion de Berlin de 1885 à se partager le monde. Les 2 impérialismes, comment vous voyez toujours cette France par rapport à l'Angleterre, cette émulation, sinon, disons, ce partage un petit peu, ça trahit l'esprit républicain et surtout, quand vous dites la révolution. Donc la révolution n'est pas quelque chose de complet. C'est-à-dire que les Français vivent la monarchie dans leur âme. Merci beaucoup et merci pour cette question parce que les rapports France-Angleterre, alors peut-être pour des raisons personnelles, moi c'est des rapports domestiques presque, les rapports France-Angleterre, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris la question, je pense que, mais vous allez me dire après si ça y répond ou pas. Mais c'est très important ce que vous dites pour moi parce que effectivement, ce qui se passe dans l'une des conditions de réalisation de l'impérialisme informel, peut-être l'un des facteurs aussi qui facilite la préférence française pour la domination informelle, c'est cette rivalité franco-britannique, mais qui est arrivée en 1815 au bout d'un cycle où la France a été vaincue et où les élites françaises, de manière réaliste, se disent on ne peut pas faire concurrence à l'Angleterre sur le terrain de la conquête, de la conquête coloniale. Et moi, ce qui me frappe, je dis ça, je crois, dès l'introduction, en fait, c'est quand on regarde le XVIIIe siècle, la période qui va... Vous savez, on parle de la deuxième guerre de 100 ans, qui irait de 1689 jusqu'à 1815. Et c'est vrai que pendant toute cette période de 120 ans, la France et la Grande-Bretagne sont en guerre entre elles à peu près une année sur 2. Et presque tout le temps, il y a d'autres motifs, mais il y a souvent une grosse dimension coloniale à toutes ces guerres. Donc il y a cette rivalité autour de territoires à coloniser entre la France et la Grande-Bretagne qui structure les impérialismes français et britanniques. Dans la période que j'étudie, on entend souvent, on lit souvent
que la France et la Grande-Bretagne sont au bord de la guerre. Elles sont au bord de la guerre au moment de la crise d'Orient en 1840, elles sont au bord de la guerre en 1844, à propos de la domination sur Tahiti. C'est quelque chose qui continue, qui culmine jusque, là je sors un peu de ma période, mais qui culmine jusqu'au grand affrontement de Fashoda en 1898, où la France et la Grande-Bretagne sont au bord de la guerre. C'est une phrase qu'on retrouve dans la littérature anglophone aussi, d'ailleurs, on the brink, au bord de la guerre. Mais en fait, ce qui est intéressant pour moi au XIXe siècle, compte tenu de la facilité avec laquelle la France et la Grande-Bretagne rentraient en guerre l'une avec l'autre au XVIIIe, c'est qu'il n'y a pas de guerre franco-britannique à cette époque. En fait, il y a beaucoup de guerres dans lesquelles sont impliqués les Français et les Britanniques ensemble, mais toujours comme alliés et toujours hors d'Europe pour établir des formes de domination. Donc pour moi, ce qui est important, c'est cet impérialisme informel, il va avec une nouvelle forme de collaboration. Il y a la collaboration avec les élites locales qui est fondamentale pour bien comprendre les mécanismes de la domination informelle, mais il y a une autre forme de collaboration qui s'établit entre les Français et les Britanniques qui rend tout ça possible, qui rend l'épanouissement de cet impérialisme possible. Parce que ces guerres, je pense, il y a toute une série d'interventions en Amérique latine. Il y a peut-être le meilleur exemple, je vais éviter de parler de la guerre de Crimée, parce qu'aujourd'hui c'est un peu trop proche du présent, on pourrait confondre des choses, mais la guerre de Crimée, elle avait en outre comme but d'ouvrir les marchés du monde ottoman, du point de vue des Français et des Britanniques. Ensuite, on a la seconde guerre de l'opium. Aussi, c'est les Français et les Britanniques, c'est les troupes françaises et britanniques qui, ensemble, pillent le palais d'été à Pékin. Donc c'est un moment, cet impérialisme informel, qui permet un espèce d'impérialisme pan-européen. En fait, il y a toute une partie du livre où, justement, je m'intéresse au rapport de ces élites françaises. Je me dis, comment est-ce que c'est possible, après Waterloo, d'être dans une logique de collaboration comme ça avec l'Angleterre, alors qu'il y a beaucoup de rhétorique anglophobe dans la presse. Ça, je ne le nie pas. Il y a une rhétorique, mais c'est une situation presque de fausse conscience, où les Français disent beaucoup de mal des Anglais, mais ils passent leur temps à s'allier avec eux pour attaquer certains pays. Et en fait, on voit émerger un discours qui émerge plutôt en France qu'en Angleterre, de civilisation européenne. En fait, c'est une façon de dire, l'important c'est qu'on est tous des Européens, on fait tous partie de la même chose, et c'est ça qui compte, plus que la nationalité. Et ce discours facilite la collaboration avec l'Angleterre. Il y a d'autres mécanismes que j'étudie, mais donc c'est très important dans ce modèle d'impérialisme informel. Et c'est vrai que le moment où après le déclin de l'impérialisme informel, on a quand même les tensions franco-britanniques qui prennent une autre dimension dans la rivalité sur le partage de l'Afrique. C'est-à-dire, dès que les choses redeviennent territoriales, les rapports franco-anglais se dégradent fortement. Donc, oui, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que ça réponde entièrement à votre question. Mais oui, moi aussi, je me suis posé la question de la trahison. Il y a quelque chose qui a l'air d'être trahi. Mais je montre que ce paradoxe peut être résolu. J'essaie en tout cas de le résoudre. Ça se fait que la France a cédé ses comptoirs de Bombay, enfin du sud de l'Inde. Vous demandez comment est-ce que la France a pu céder ses comptoirs du sud de l'Inde. Non, la domination au sud de l'Inde, ça, on est au XVIIIe siècle, c'est la paix de la guerre de 7 ans. En 1763, la France a cédé beaucoup de choses dans le sud de l'Inde, et elle a récupéré seulement 5 comptoirs, dont Pondichéry, Chandernagore et 3 autres. Ils avaient 5 comptoirs. Ça, la France les a gardés jusque dans les années 1950, même après l'indépendance de l'Inde. Mais d'ailleurs, le fait qu'elle ait pu les garder, c'est dans un rapport évidemment très dominé par la Grande-Bretagne. Ces comptoirs n'ont pu survivre qu'avec la tolérance de la Grande-Bretagne. Donc qui représentait aussi une forme de collaboration. Parce que ce que je n'ai pas dit peut-être là-dessus, je suis désolé encore de partir dans une autre direction, mais c'est que cette collaboration entre la France et la Grande-Bretagne, une des raisons pour lesquelles on n'aime pas trop en parler, ou en tout cas les historiens d'une certaine trempe n'aimaient pas beaucoup parler, c'est qu'elle n'était pas complètement symétrique non plus. C'est-à-dire que là, c'était une collaboration dans laquelle les Français étaient dans une position inférieure, voire auxiliaire. Et il y a toute une...
je pense que ce dont je parle est un empire français et un impérialisme français, mais à partir du moment où on pense en termes d'empire plutôt que d'État-nation, on n'est pas forcé de penser que les choses sont complètement séparées, elles peuvent s'imbriquer les unes dans les autres. Et l'empire français était un espèce d'un empire allié. Cet empire dont je parle était un empire allié de l'empire britannique. Et en fait, on retrouve plein d'exemples de ça, que ce soit les Britanniques qui aident c'est eux qui pourchassent la contrebande, qui essaient de livrer des armes à Abdelkader en Algérie. Donc les Anglais se reposent sur les Français pour ça. Au moment où il y a ce qu'on appelait la grande mutinerie, ce qu'il faut appeler la grande rébellion en Inde en 1857, pour revenir à cette région, les Français offrent une aide logistique aux Britanniques pour mater la rébellion en Inde. On est dans une période où vraiment les empires français et britanniques il s'agit de s'entraider ensemble. Ça culmine. Là, c'est vrai qu'on peut tomber ensuite dans des choses un peu conspirationnistes, mais c'était l'austro-marxiste Karl Kautsky qui lui a théorisé cette idée que les impérialismes finissaient par s'entendre entre eux, que c'était la logique du système. Il appelait ça l'ultra-impérialisme, la phase ultime. Alors, c'est pas de chance pour lui parce qu'il a écrit ça pendant l'été 1914 où il expliquait que les impérialismes n'allaient pas s'entrechoquer entre eux. Donc je pense que ça reste une théorie intéressante, mais elle a ses limites. Voilà. Justement, par rapport aux Allemands et donc la constitution de colonies allemandes, comment s'articule je dirais, l'impérialisme français, l'impérialisme anglais et puis cette tentative allemande? Merci beaucoup. Là, je vais faire une réponse qui va vous décevoir parce que j'y connais rien à l'impérialisme allemand et c'est un peu au-delà de ma période. Les colonies allemandes, Bismarck, il les crée vraiment dans les années, ça commence dans les années 1880. Moi, c'est un peu le moment où je m'arrête dans mon histoire. À la limite, ce qui m'intéresse plus, ce serait plutôt la façon dont Bismarck encourageait les Français à aller conquérir, à avoir des colonies formelles. Donc, il fait partie de cette fin de l'histoire pour moi. Mais je ne sais pas si vous aviez en tête une idée précise que vous vouliez tester. Mais là, je veux bien revenir vers vous parce que là, je connais un tout petit peu mieux. C'est vrai que c'est une bonne histoire qui illustre bien quelque chose. Parce que c'est pas seulement que les Anglais étaient abolitionnistes, mais c'est aussi que les nouvelles théories de racisme biologique, comme elles émergent au milieu du 19e siècle, un peu paradoxalement, elles sont moins populaires dans la sphère anglophone qu'elles ne le sont en France. Je dis paradoxalement parce qu'on a envie de penser nouveau racisme biologique égale impérialisme colonial. En fait, il y a des rapports, je ne veux pas du tout le nier, mais ce n'est pas du tout aussi mécanique. Et ce qui m'a intéressé, c'est les liens dans mon livre entre cet impérialisme informel, on n'a pas besoin d'impérialisme colonial, et l'intérêt pour ces nouvelles théories racistes de domination, qui servent à justifier l'annexion, l'acquisition de souveraineté en Afrique, mais c'est avec l'idée, on retrouve ça beaucoup chez des économistes saint-simoniens, d'une division raciale, je suis désolé d'utiliser des expressions horribles, mais d'une division raciale du travail international. Et donc on peut, en fait, peut-être ça paraît évident, mais on peut être raciste sans vouloir la colonisation. Et c'est le cas de mes impérialistes informels. Et je pense que votre histoire sur la Vénistoire l'illustre bien, parce qu'en fait, ces théories racistes biologiques, les Français se sont passionnés pour elles plutôt que les Britanniques. Et c'est vrai qu'en Allemagne aussi, ça les a pas mal intéressés. Mais donc c'est pas la corrélation, le lien avec l'impérialisme colonial est plus faible qu'on pourrait le croire en première analyse. J'avais deux questions à vous poser. Je n'ai pas encore lu votre livre. Ça ne saurait tarder si j'ai bien compris votre exposé. Alors la première question, c'est autour de la présence française sur les côtes africaines depuis le XVIIIe siècle, notamment avec les comptoirs, la côte ouest africaine notamment, avec le Sénégal, Saint-Louis, etc. Est-ce que vous incluez cette part d'histoire de la colonisation, précoloniale en tout cas, théoriquement, mais dans les faits, la présence française était déjà là dans cette période-là. Est-ce que vous incluez ça dans votre travail et quel rôle ce phénomène-là a pu jouer dans la mise en place d'une colonisation qui sera plus tard beaucoup plus territoriale, etc. Deuxième aspect de cette question-là,
C'est est-ce que parce que moi j'ai lu, je suis en train de lire, je finirai jamais peut-être, une histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron. Et dans ce livre, il y a une partie qui est dédiée à la création des instituts français à travers le monde. Donc est-ce que ça aussi, ça fait partie de ce que vous appelez l'impérialisme de velours? Voilà. Et la deuxième question maintenant, c'est plutôt concernant l'aspect, parce que je vois bien que vous avez beaucoup parlé de la culture dans votre travail. Est-ce qu'il y a eu un débat intellectuel à ce niveau-là à propos de la présence française et la création, la mise en place de tout cet empire qui a donné vraiment une colonisation à travers le monde et notamment en Afrique? Est-ce qu'il y a eu un débat intellectuel, au-delà de ce qu'on a entendu à l'Assemblée nationale à propos de la discussion entre Jules Ferry et Clémenceau? Au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu un véritable débat intellectuel en France, à savoir un positionnement de quelques intellectuels contre le fait colonial et l'annexion de certains territoires, notamment dans le cadre de cet expansionnisme? Voilà, merci. Merci beaucoup pour vos questions. Sur la présence... la première étant sur la présence française sur les côtes africaines qui remontait, mais je dirais même jusqu'au XVIIe siècle, hein, pas seulement au XVIIIe. Non, je dois dire, mon livre n'en traite pas beaucoup, hein, parce que j'essaie déjà de brasser beaucoup de choses, mais aussi parce que je pense qu'il y a des travaux qui le font beaucoup mieux que moi. Et sur les liens avec ce qui se passe au XIXe, je voudrais... Alors, ça peut paraître un peu obscur ici, mais je voudrais recommander les travaux d'une historienne qui est danoise d'origine, qui s'appelle Pernilla Ruhe, qui a écrit un livre sur les économistes physiocrates et leur rapport à l'Afrique et l'impact que tout ça a sur la colonisation française au XIXe siècle. Ruhe, ça s'écrit R-O avec, vous savez, ce truc au milieu, c'est un nom danois, G-E. Je me souviens plus du titre exact, c'est sorti Cambridge University Press il y a juste quelques années. Voilà, lâchement, je vous renvoie à ce qu'elle a dit, mais qui est très complémentaire, parce qu'en fait, quand on avait fait notre thèse en même temps, on se connaît très bien et on s'est influencé l'un l'autre. Mais je vous renvoie à ça, et je pense qu'elle a traité le rapport entre la transformation des idées d'empire et l'Afrique, l'importance de l'Afrique dans tout ça. En fait, j'y touche un tout petit peu au début du livre, quand je regarde les idées de Talleyrand, quand il s'interroge sur l'effondrement de la domination coloniale française à Saint-Domingue, ce qui va devenir Haïti. Et il est un des premiers à dire si on ne peut pas faire produire toutes ces denrées tropicales par les esclaves dans les Antilles, pourquoi ne pas aller directement en Afrique pour utiliser la main-d'œuvre locale selon d'autres modalités? Donc, j'y touche, mais c'est beaucoup mieux traité dans les travaux de Pernilla Ruhe. Pour votre deuxième question sur est-ce qu'il y a eu un vrai débat à l'époque, au-delà de ce fameux échange en 1885 entre Ferry et Clémenceau, chaque fois vous m'interrogez juste à côté de ma spécialité, donc il y a des gens qui vous donneront une meilleure réponse. Moi, j'aborde un peu ça, et ce qui m'intéresse dans ce débat, je pense que, en fait, c'est pas seulement un débat, c'est anachronique de le construire comme un débat entre impérialistes contre anti-impérialistes, hein, même ce que dit Clémenceau. Il y a une question raciste, antiraciste, ça c'est clair. Mais en fait, pour moi, je le lis plus comme un débat entre partisans de l'impérialisme formel et partisans de l'impérialisme informel. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, en fait, c'est qu'il y a un consensus tout au long de cette période. Tout le monde veut que la France ait un empire. Ce dont on débat, c'est vraiment des modalités. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est le plus efficace. Donc, c'est une autre façon de lire ce débat. Alors là, ce débat-là, il a tout à fait lieu. Il a lieu en 1885. Il a lieu, moi je l'étudie plus à un autre moment qui me paraît crucial, qui est la chute de la domination informelle française sur l'Égypte. Là, il y a des conflits très très durs à l'Assemblée aussi, et où les gens s'affrontent, mais personne ne dit il faut que l'Égypte soit un État-nation indépendant. La question, c'est comment est-ce qu'on peut dominer l'Égypte. Donc, c'est encore une fois pour dire la dimension coloniale n'épuise pas la dimension impériale. Ça le représente très bien.
Ensuite, je pense que je vais m'arrêter là parce que, encore une fois, il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux ces années 1880, 1890. Il y aurait quand même des liens à faire, ça dépend dans quelle direction vous voulez aller, mais vers les débats autour du racisme scientifique, des liens avec entre les milieux républicains et les nouvelles théories scientifiques autour de la race qui seraient intéressantes via des interprétations républicaines du positivisme par Émile Littré. C'est des travaux qui ont été faits et je pense qu'on peut retrouver les propos de Ferry ne sortent pas de nulle part. Mais ça m'éloigne un peu de ce que je connais. Il a le droit de poser des questions. J'ai le droit de poser une question. Enfin, c'est peut-être plus une observation, mais ce que je trouve super intéressant dans le livre, c'est qu'effectivement, on voit bien une dimension. L'impérialisme informel, c'est une notion très peu utilisée dans l'historiographie francophone jusqu'à ce livre, à mon avis. Enfin, en tout cas appliquée au cas français. Donc, les cas que tu étudies, le Mexique, l'Égypte, c'est des cas très clairs d'impérialisme, relativement clairs d'impérialisme informel. Là où c'est une observation en même temps une question, mais je sais que tu l'abordes dans l'introduction, c'est est-ce que véritablement on peut séparer aussi nettement impérialisme informel et impérialisme formel? Et puis il y a un truc, c'est juste une petite parenthèse, mais sur le titre L'Empire de velours, je pense que je ne suis pas le seul à penser que ça fait penser à évidemment le gant de velours, la main de fer dans le gant de velours, évidemment. Donc est-ce qu'on peut véritablement séparer l'empire de la douceur, de la séduction, de l'empire du hard power, des interventions militaires ou armées en tant que telles? Et il y a des cas qui me semblent à la limite, c'est-à-dire c'est vraiment l'hybridité entre ces deux types d'impérialisme. Il y a ici à Lille quelqu'un qu'on aime beaucoup qui est Louis Faidherbe, qui est exactement pour moi au cœur de cette affaire. C'est-à-dire que lui, il entreprend la colonisation du Sénégal sous le Second Empire. Il est célébré sous la République. Mais déjà, il y a quelque chose d'assez hybride entre ces deux modèles-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une période d'impérialisme informel, ce qui est la période justement de Faidherbe, quoi. Mais il est célébré après coup avec, à une époque de l'impérialisme formel. Et il se trouve que son action au Sénégal, elle est justement intermédiaire entre les deux, puisque d'un côté, il est dans une logique justement douce, entre guillemets, d'essayer de séduire les élites locales pour en faire des intermédiaires d'une colonisation efficace mais à moindre coût, puisqu'en réalité il essaie de négocier à Paris des financements pour la colonisation. À Paris on lui dit bon, Sénégal on s'en fout un peu à vrai dire, donc débrouille-toi si tu veux, mais en fait on va pas t'aider financièrement, donc il est obligé de s'appuyer sur des ressorts peu coûteux, et en même temps dès qu'il a des crédits, en tout cas dès qu'il se met à développer une politique offensive, là véritablement, raser des villages, utiliser l'armée, etc. Donc il est vraiment dans cette hybridité-là, au cœur de la période que tu étudies. Donc dans quelle mesure, la question elle est là, dans quelle mesure on peut véritablement séparer ces deux modèles, dans quelle mesure ils s'imbriquent, y compris Ferry, pour terminer, à un moment lui-même défend des formes hybrides, notamment en Tunisie ou ailleurs. Enfin, voilà, c'est ma question, peut-être pas très claire, mais enfin c'est la question de cette séparation et l'hybridité entre les deux modèles. Si, la question est très claire et elle est très justifiée. Dans le fond, c'est ce que je dis, tu connais le livre, quand tu as lu l'introduction, je reconnais parfaitement que dire que d'un côté, il y a l'empire formel, de l'autre, l'empire informel, c'est plutôt pour moi un outil rhétorique pour expliquer ce sur quoi je veux me concentrer. Parce que je veux compenser le fait que tant de travaux se sont penchés sur la dimension formelle. Mais en fait, là je reprends plutôt la formule de Fred Cooper et John Burbank sur les empires, il y a tout un spectre, tout un arsenal de méthodes de domination impériale, et il y a des éléments... Il n'y a pas que le formel et l'informel représentent des espèces d'idéotypes à l'extrémité du spectre. Ce que je veux dire, c'est que mon livre, il s'intéresse à cette partie du spectre pour rééquilibrer l'intérêt qu'on a porté à la dimension formelle. Mais sur le fait qu'il y ait des éléments de continuité, absolument. Je pense qu'en fait, le chapitre sur l'Algérie, il essaie justement de montrer comment
on peut partir avec un projet d'empire informel et terminer avec l'Algérie. C'est pas juste une colonie informelle. Là, c'est vraiment à l'extrémité. C'est formel, c'est le plus formel des formels. Donc, je suis parfaitement d'accord. Mais dans le cas algérien, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'échec de l'informel qui mène au formel. Et on retrouve souvent ça. Alors, je ne connais pas assez bien le cas du Sénégal pour me prononcer sur votre héros local, qui je sais est très cher, mais je pense que ça rentre tout à fait dans ce modèle-là. Donc, pourquoi est-ce que... Alors, on pourrait dire, pourquoi pas être plus honnête et dire des choses comme ça. Il y a un vrai danger quand on dit ça. Quand on dit oui, c'est un spec, il y a plein de méthodes, etc. Moi, je vois plein de travaux, par exemple en histoire, ça a fait des controverses entre universitaires américains récemment. On reconnaît, oui, il y a ces autres formes d'empire plus informelles, mais ça devient ensuite une façon de se concentrer sur le formel, qui est beaucoup plus facile à étudier, notamment pour les historiens comme moi, parce qu'il y a des archives coloniales. On va aux archives coloniales, on va chercher là. L'empire informel, vous ne le trouvez pas dans les archives coloniales. Donc, j'ai pensé, à tort ou à raison, que c'était, en tout cas pour moi, pour bien suivre la ligne de mon argument, c'était plus utile de me focaliser sur cette question de l'informel, retracer l'informel, parce que si on ne se focalise pas là-dessus, on retombe sur ce qu'il y a de plus facile. Donc, c'était pas seulement un artifice rhétorique, c'était aussi un exercice pour éviter de tomber dans ce piège-là. Voilà. Est-ce qu'un point qu'on pourrait aborder aussi juste, c'est on a lancé quelques perches là-dessus, mais dans quelle mesure on peut comparer l'impérialisme informel du 19e siècle avec les impérialismes informels, notamment de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc on a parlé de la France-Afrique. Effectivement, quand on parle de la diplomatie, de la monnaie, ici on a fait plein de conférences sur le franc CFA, etc. Enfin, on voit directement le lien. Mais également avec d'autres types d'impérialisme, notamment américains, mais peut-être aussi chinois. Enfin, comment tu inscris cette réflexion-là sur le 19e et la France dans une réflexion plus large sur les questions d'impérialisme informel, différence et ressemblance, est-ce que ça n'a rien à voir? Merci pour ta question, Thomas. Moi, je ne pense pas que j'ai de révélations importantes à faire sur l'impérialisme américain ou chinois ou sur la France-Afrique, surtout devant toi, je ne me permettrai pas. Mais quand même, ça a dû amener des réflexions. Tu vois. Oui, mais c'est passé aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai lu des travaux sur l'impérialisme informel de type américain, et tout de suite, j'ai été frappé par le fait que des choses qui sont présentées comme des innovations en termes de techniques de domination impériale, on les retrouve dans le passé impérial informel français. Et c'est particulièrement souvent quand on recherche des antécédents à l'impérialisme américain, les gens se retournent souvent vers l'impérialisme britannique pour des raisons évidentes de culture. Mais en fait, à beaucoup d'égards, je pense que le modèle impérial informel français que je décris, il préfigure sans... je ne veux pas dire que l'un a inspiré directement l'autre. Il y a quelques cas de continuité directe, mais il le préfigure parce qu'en fait, on a aussi il y a d'autres points communs, mais il le préfigure dans un contexte qui est quand même différent. Mais ces deux empires informels qui sont l'empire informel français, j'ai dit, il est contre-révolutionnaire. C'est vrai aussi de l'empire informel américain dans la deuxième moitié du XXe siècle. L'idéologie anticommuniste est importante pour le soutenir et pour créer des collaborations avec d'autres régimes. Il s'appuie beaucoup sur le consumérisme, mais ce n'est pas le même genre de consumérisme. Pour les Français, c'est un consumérisme qui vise vraiment les élites ou les classes bourgeoises, moyennes, supérieures. Les Américains, c'est un consumérisme de masse déjà. On passe à autre chose. Pareil pour la diplomatie financière, on a changé d'échelle. Il y a beaucoup de ressemblances. Il y a aussi, je crois que c'est avant, tu faisais allusion au champagne. Au coca. Voilà, parce que je pense que c'est de l'ordre du symbolique, mais il y a pas mal de travaux sur l'impérialisme américain qui, quand ils s'intéressent aux produits symboliques, la marchandise américaine qui symbolise la domination américaine, qui parle du Coca-Cola. Et je trouvais que c'était intéressant que le Coca-Cola, au départ, s'appelait le vin français de cola.
qui était inspiré par une de ces marchandises qui s'appelait le vin Mariani, qui avait été lancé en grande fanfare et qui était un grand succès dans les années 1860. C'était une façon de piller ce modèle français et ensuite de le resservir sur le marché. Alors ensuite, comme c'était en Géorgie, au moment où ils ont interdit, il y avait de l'alcool et de la coca dedans, donc ça devait être assez bon à l'origine, ça devait en tout cas être intéressant. Mais c'est au moment où la Géorgie a passé des lois interdisant l'alcool complètement, donc ils ont dû réinventer le coca. Mais bon, là c'est presque un jeu de mots sur le lien entre. Je ne pense pas que ce soit à cause de ça qu'il y ait ces ressemblances. Mais c'est vrai que le sud américain, par exemple, le sud des États-Unis jusqu'à la guerre civile, était un très gros consommateur de produits français. Les plantations esclavagistes du sud des États-Unis adoraient les produits français. Quand je suis allé voir les archives, j'ai regardé les étiquettes de bouteilles de champagne, parce que le champagne, énorme exportation, et on voyait que les producteurs français en Champagne avaient toute une gamme de marketing. Il y avait plein d'étiquettes qui étaient destinées au marché américain, au marché au sud des États-Unis. C'est des choses un peu complexes où ils représentaient des modèles de ce qu'on appelait les cavaliers, ça renvoyait à la guerre civile anglaise du XVIIe siècle, parce que les gens du sud des États-Unis aimaient s'identifier aux cavaliers pendant la guerre civile. Le détail n'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient capables d'avoir un marketing de ce type. Ça valait la peine pour séduire le marché du sud des États-Unis. Et je pense que ça dit des choses, surtout sur cette dimension. Donc le champagne comme boisson impériale qui servait. Un autre grand marché, c'était l'Inde britannique, parce que les planteurs aimaient ça. Donc c'était les produits pour les dominants, les produits français. Mais je pense que ça peut aussi expliquer la sensibilité de certaines parties des États-Unis à des nouvelles techniques de commercialisation qu'on a. Par exemple, on veut penser que les méchants, comment dire, c'est surtout, de manière générale, c'est les anglo-saxons, ceux qui s'intéressent que à l'argent et au prix, à vendre des marchandises, alors que nous, les Français, on a des idéaux beaucoup plus élevés. Mon livre va vraiment à l'encontre de ça. Je dis les Français sont des pionniers, mais dans le mauvais sens du terme. Par exemple, je vous montrais tout à l'heure ces images qui viennent de l'exposition universelle de 1855. C'est la deuxième exposition universelle du 19e siècle, la première ayant eu lieu à Londres en 1851. Quand elle a eu lieu à Londres, notamment sous l'influence des protestants puritains, ils ont interdit que sur toutes les marchandises exposées, on mette des prix sur les choses. Parce que ce n'était pas une foire, il s'agissait de célébrer quelque chose. 1855, exposition à Paris, les Anglais protestent, des prix partout, et quand on regarde les plans, à la sortie de l'exposition, il y a des comptoirs de vente. Donc l'idée que les Anglais ou les Anglo-Saxons sont des gens matérialistes, alors que nous, les Français, on a des valeurs plus élevées, ça va vraiment à l'encontre de ça. Il y a vraiment quelque chose sur le rapport de la France au capitalisme qui est plus complexe que... c'est malheureux, c'est dommage, mais c'est comme ça, voilà, c'est tout. Je voulais aussi vous remercier pour votre exposé, et moi je l'ai écouté aussi en ayant en tête la situation actuelle de la France et l'héritage de la France par rapport à cette période. Je pensais par exemple à nos territoires d'outre-mer, à notre espace maritime qui est, je crois, le deuxième au monde, à l'espace de la francophonie. Enfin, la francophonie, ça m'a évoqué un outil d'impérialisme peut-être informel, tel que vous le définissez. Au réseau diplomatique français, je crois que c'est un des tout premiers au monde. Il y a des ambassades et des consulats à travers la planète. Et donc, ma question peut-être, c'est est-ce que vous pensez que la France, en fait, continue sur cette tendance longue là, d'un impérialisme depuis... peut-être le début de l'époque moderne, la fin du Moyen-Âge, ou est-ce qu'il y a un souhait d'essayer de se concentrer sur le niveau européen, voire français? Merci beaucoup pour votre question. En étant très bref, je dirais simplement oui. Oui, je pense qu'il y a une continuité des ressemblances. Ce n'est pas un empire à la même échelle. Le poids de la France dans le monde, par exemple le poids économique, quand je suis dans les années 1860, la France, c'est presque 20% des exportations mondiales. Aujourd'hui, on est à 3 ou 4%. Donc, c'est pas, la France, ça n'a plus la même échelle. Mais il y a encore, je pense,
il y a quelque chose de très similaire. Vous parliez des DOM-TOM, des territoires et des départements d'outre-mer. Ça fait aussi penser, à l'époque c'était la grande phrase de Guizot, le président qui dirigeait le gouvernement dans les années 1840. Il parlait de la politique des points d'appui que devait avoir la France. Il disait la France ne doit pas conquérir de territoire, elle doit avoir des points d'appui un peu partout pour faire rayonner son influence. Moi, je trouve que ça ressemble assez à une certaine conception stratégique que certains peuvent avoir des dom-tom. Sur la francophonie, oui, absolument. L'idée de toute la diplomatie culturelle française, c'est une façon d'essayer de maintenir. Mais c'est un empire informel, comment dire, qui a attaqué sur le déclin par rapport à ce qu'il était dans la période dont je parle. Ce qui est intéressant, c'est que cet empire informel, il n'est pas toujours le fait de l'État. Ce n'est pas l'État qui encourage. Il y a assez peu de diplomatie culturelle, en fait. Ce qui permet aux Français de se répandre, ça va être des choses comme... c'est le désir pour ces marchandises françaises, y compris les marchandises culturelles françaises qui se vendent très bien. C'est les missions catholiques françaises qui enseignent le français au Moyen-Orient. On sent que l'État, il intervient sur le champ culturel, en fait, à partir du moment où le statut du français comme langue est un peu menacé sur la francophonie. Mais ce qui me paraît le plus... Moi, là où je vois le plus de... Pas exactement de continuité, mais ce qui me fait penser qu'il y a une spécificité française, relative, c'est la différence de gestion de la décolonisation par la Grande-Bretagne et par la France. Parce que la Grande-Bretagne, qui avait quand même, je suis désolé de le dire, mais un plus gros empire, qui était quand même malgré tout plus importante, elle n'a pas gardé vraiment de dom-tom. Il n'y a pas d'équivalent. Je sais qu'il y a un Commonwealth, mais c'est pas quelque chose qui est soutenu, qui joue le même rôle que la francophonie. Il y a une diplomatie culturelle qui est microscopique par rapport à celle de la France, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour défendre la langue anglaise, d'accord. Donc c'est pas du tout. Ou alors si on compare, bien sûr qu'il y a eu des malversations britanniques en Afrique, mais il n'y a pas d'Angleafrique. Du tout. Alors que pourtant, il y a des territoires qui seraient très prometteurs pour ça. Je sais pas, je pense... Sur l'Afrique du Sud, un peu. Sur l'Afrique du Sud, il y a les Anglais... Oui, non, les Anglais, ils ont eu un problème avec... Mais ça, ils ont eu un problème avec leurs colons blancs, pour être direct. C'est-à-dire que ça, ils avaient du mal à les abandonner, entre guillemets. Mais je suis désolé encore d'être pas gentil avec les Français, mais je pense que la France a eu un peu de mal avec l'Algérie aussi, non? Ça ne s'est pas passé sans problème. Donc là-dessus, je vois moins de différence. Mais c'est dans le rapport, finalement, c'est les colonies de peuplement, c'est vraiment... c'est très important dans la conscience nationale des gens. C'est souvent quand... Au XIXe siècle, quand en Angleterre, en tout cas, ils parlaient d'empire, ils pensaient d'abord aux colonies de peuplement, pas à l'Inde. Ils pensaient à l'Australie, où il y avait 2 millions de personnes, pas à l'Inde, où il y en avait 300 millions. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'il y a vraiment dans le rapport... On voit que la France a géré cette question de statut mondial, ces héritages de l'empire, de manière très différente, et d'une manière qui, à mon avis, ressemble plus au maintien d'un statut impérial. C'est un peu fort, ou c'est un impérialisme plus localisé, moins global. Mais quand même avec cette idée qu'il fallait... l'État-nation, c'est Frédéric Cooper qui dit « La France a fini seulement par devenir un État-nation en 1962 avec l'indépendance de l'Algérie ». Pour moi, c'est même pas très clair que la France, ou en tout cas les élites politiques françaises, je ne sais pas si elles accepteraient que la France soit juste un État-nation. C'est un leitmotiv. On parlait du discours de Ferry de 1885. Il y a ces propos horribles sur les races supérieures et les races inférieures. Mais il y a aussi une ligne que je trouve intéressante. En fait, il termine le discours par ça. Il dit c'est pas possible que la France soit juste un pays libre et démocratique. La France ne doit pas devenir la Belgique ou la Suisse. Donc on voit ça. Et donc, je pense que bien sûr il y a la dimension raciste, mais aussi la soif de puissance impériale en elle-même. Qui joue un rôle pour les Français avec cette hantise du déclin tout du long. Je ne sais pas dire que les Anglais sont mieux là-dessus. Les Anglais, c'est clair qu'ils ont plutôt pris un tournant où ils préfèrent se voir comme les mentors de l'Empire américain. C'est comme ça qu'ils ont géré leur angoisse de puissance post-impériale. Mais pour les Français, ce n'était pas vraiment une option. Donc là, j'essaie pas de dire que les Anglais sont mieux du tout. Encore une fois. Merci beaucoup. On s'arrête là du coup. Merci beaucoup pour la qualité
de ton exposé, des réponses aux questions, puis la qualité des questions. À chaque fois qu'on se réunit ici, il y a toujours des questions excellentes, là, donc vraiment un niveau de discussion très, très élevé. Bien mieux qu'aux rencontres de Blois, je pense.